Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille, sur Provence Azur TV, VAR Azur TV. On va forcément revenir sur la victoire de l'Olympique de Marseille. C'était hier soir contre l'AS Saint-Etienne, 1-0. Ça sera le décrassage et puis un gros débat tactique dans la deuxième partie de cette émission. Et enfin, un débat mercato. Et oui, c'est le dernier jour du mercato. Peut-être quelques panic buy en vue, des panic buy. Ouais, en anglais, c'est de l'anglais, panic buy. On va en parler avec qui ? Avec Jean-Charles qui est avec nous. Salut Belge. Ça va Jean-Charles ? Ça va très bien. Après une victoire ? Eh oui, bien sûr. Une deuxième victoire, pardon. On va en parler avec Alain Perrin qui est avec nous. Bonjour. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour parler de l'Olympique de Marseille. Plaisir. Débriefer ce match contre Saint-Etienne, un autre club que vous avez entraîné. Donc Oui. c'est parfait, c'est l'invité parfait aujourd'hui. On parlera tactique également, on l'a dit. Et Nicolas est avec nous. Oui, et on m'a dit qu'il fallait que tu te calmes avec tes doigts. C'est vrai, mais c'est un peu mon truc. Donc Ah je oui, peux c'est pas, vrai. je n'y arrive pas. Ah ouais. C'est toi. C'est grave ou pas ? C'est grave ou pas ? Non, reste comme tu es, c'est bien. Bon, allez. Alors on parle tout de suite de ce match, c'est le décrassage. L'Olympique de Marseille qui s'est imposé hier soir. Quatrième journée de Ligue 1, c'était le match de clôture, 1-0. C'est le décrassage. Alors le décrassage, Alain, c'est découpé en plusieurs parties et on commence toujours par l'analyse à froid, après quelques heures de sommeil, parce qu'on n'a pas beaucoup dormi, hein, Jean-Charles. Oui. Pas beaucoup du tout, même. Pas beaucoup du tout. Je vais donner la parole à Alain en premier. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de l'Olympique de Marseille, déjà dans un premier temps ? Je pense que c'était très important le résultat. Ouais. Parce que quand on fait un mauvais début de championnat, c'était magnifique d'avoir gagné le match précédent. Et puis là, d'enchaîner à domicile une victoire, c'était primordial. Après, au niveau du contenu, d'autant plus que ça a été acquis un petit peu dans la difficulté. Ouais. Parce que Saint-Etienne, qui a fait une très bonne entame de match, bon, ils se sont fait surprendre. Mais en deuxième mi-temps, ils ont fait une grosse pression. Et là, il a fallu que l'équipe montre beaucoup de courage, beaucoup de solidarité, beaucoup de combativité. Et ça a plu aux spectateurs. Et je pense que ça a mis une ambiance extraordinaire parce que le dernier quart d'heure était très très chaud. Et d'être sorti un petit peu avec une victoire, c'était vraiment très important. Maintenant, effectivement, je pense que cette équipe a encore une petite marge de progression. Tout le monde n'était pas encore à son meilleur rendement. Ouais. Bon, Tova qui a fait son entrée mais qui n'est encore pas prêt, qui va, je pense, encore apporter à cette équipe-là. Voilà, je pense que c'est une prestation qui était... je dirais honnête, sans plus. L'Olympique de Marseille n'a pas survolé les débats, n'a pas maîtrisé le match comme je pense qu'il devrait être capable de le maîtriser à domicile. Si on veut avoir des ambitions dans le championnat, il faudra montrer quand même un cran au-dessus. Après, c'est vrai, Jean-Charles, on se le disait déjà hier et dans les émissions précédentes, cette équipe, elle part quand même de loin. Il y a eu un début de championnat où tout le monde se posait des questions sur cette équipe, sur ses joueurs. Et bon, voilà, aujourd'hui on engrange les points, c'est peut-être aussi ça ce qu'on retient au final. C'est comme l'a dit Alain, c'est vrai que c'était surtout de se rassurer. Ouais. Les 2 premiers matchs de la saison, que ce soit contre Reims au Vélodrome, on en prend 2, on va à Nantes, on fait un match nul, on va à Nice, on gagne. On se dit c'est bravo, mais là c'était la confirmation de cette victoire de Nice. Il fallait confirmer au Vélodrome devant son public, ramener ces 3 points parce qu'il y avait la trêve internationale qui arrivait derrière aussi. Parce qu'après, sinon, ça cogite, les coachs le savent très bien. Il y a toujours des discussions, remettre les joueurs sur de bons rails. Et puis voilà, après, moi, ce que j'ai bien aimé, bon, la première période a été délicate côté marseillais. C'est vrai que je pense que la Saint-Etienne a mis un petit peu plus de pression, notamment dans les 20 premières minutes, où ça a été un peu plus tranchant pour Saint-Etienne. Et déjà à Nice, c'était le cas. Hein. À Nice, ça avait été le cas juste avant l'incident. Et puis là, après, on a vu en deuxième période l'Olympique de Marseille qui a mis un petit peu plus de pression, mais surtout d'agressivité et d'aller presser leur adversaire dans les pieds. C'est ce que j'ai bien aimé, la mentalité, l'envie. Alors des fois, on n'est pas prêt en tout début de saison. Alain le sait très bien, ça commence à partir de mi-septembre, où les joueurs commencent à être à un bon niveau, physiquement, techniquement. Et puis là, ils ont compensé par cette envie, cette agressivité, dans le bon sens du terme, d'aller chercher Saint-Etienne dans les pieds, de les priver de ballon. Mais par contre, il y a eu des erreurs techniques. Ça, c'est le début de saison aussi, qu'il va falloir ajuster, notamment dans les prochaines rencontres. Nico, tu retiendrais quoi, toi ? C'est ça, c'est que c'est le début de saison. On voit bien que toutes les équipes en Ligue 1, elles ont un peu de mal. Même Rennes, Lyon, on les voyait très beaux. Et puis finalement, eux aussi, ils ont un peu de mal dans le jeu. Il faut que ça se mette en place. Surtout quand il y a des changements de joueurs.
collectivement, ça se fait pas en un clin d'œil. Là, on le voit, Villas-Boas, sa patte, on a encore un peu de mal à voir où il va aller. Et lui aussi, il dit « je veux plus de jeu ». Il a dit hier en conférence de presse « je veux plus de jeu ». Donc, on sent qu'il est un petit peu frustré en termes d'animation. Son équipe, elle ne répond pas encore comme il veut. Donc, pour l'instant, on va se contenter du résultat, ce qui est déjà bien. 7 points au bout de 4 journées. On n'espérait pas autant après les 2 premières journées. Le résultat, il est là. Comptablement, l'OM remonte au classement. Et le plus important est là, parce que c'est vrai qu'en termes de jeu, c'était assez décevant. Même Saint-Etienne, ils ont eu des situations, mais ça restait... Le rythme était quand même assez lent globalement. Et moi, j'étais assez déçu par le niveau technique général. Et le nombre d'occasions franches, il n'y en a pas eu tant que ça. La patte Villas-Boas, on commence un peu à la sentir ou pas encore? C'est un peu tôt. Je pense qu'il y a quand même un mouvement qui vont arriver, des joueurs qui rentrent, qui ont besoin de s'acclimater quand même. Il ne reste que quelques heures, Alain. Oui, je parle justement à Thauvin, par exemple. Oui, absolument. Quand tu le recrutes, même si tu n'as pas commencé le championnat. Exactement, pour moi, c'est un joueur clé quand même de l'animation offensive. Donc, voilà, donc je pense que lorsque les titulaires seront là, je pense que l'équipe aura encore aussi pourra monter en puissance là. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des chantiers entre guillemets. Je pense que le départ, de Gustavo quand même est pas facile à compenser. Ouais. Et parce que bon, je pense que ça va se faire apparemment aujourd'hui. Oui, le président l'a compris. En fait, t'es habitué à tout faire en dernière minute. Voilà, ici à Marseille. Voilà. On attend toujours au dernier moment, ou pour payer très cher, ou alors pour faire venir un joueur. Mais en plus, Villas-Boas a dit qu'il avait construit son 4-3-3 autour de Gustavo. Et donc là, il est un peu embêté parce que du coup, il faut c'est sûr que c'était un joueur clé, charnière, un petit peu de la récupération, de l'équilibre de l'équipe. Ouais. Vous savez que les entraîneurs parlent souvent de cet équilibre. C'est pas le tout d'avoir des joueurs techniques qui veulent jouer offensivement, mais vous pouvez jouer que si vous avez le ballon. Donc à un moment donné, quand vous le perdez, il faut être capable de le récupérer. Puis il a le tempo aussi, il savait faire cette première passe incisive bien donnée. C'était vraiment un élément charnière. Le déclencheur, en fait. C'était le déclencheur du pressing. En fait, quand on est coach, on s'appuie souvent, c'est le relais sur le terrain. On a des joueurs relais, et Gustavo en faisait partie. C'est vrai que je pense que tu as dû servir certainement de Drogba, peut-être à l'époque, pour faire, même s'il était attaquant, de dire, bien, quand il y avait un message à faire passer, souvent tu passes par 1 ou 2 joueurs dans l'équipe. C'est hyper important ça. Ouais. Et tu parlais justement que l'équipe, pour qu'elle se module un petit peu, qu'elle trouve son plein régime. Mais je pense que c'est un petit peu le cas de Villas-Boas. Lui aussi, il arrive d'un pays étranger, il a besoin aussi de trouver ses marques, de communiquer avec certains joueurs. C'est ce que vous faites, vous, notamment sur le banc de touche. Et quand vous travaillez avec votre staff, je pense qu'il y a des repères aussi, avoir un petit moment d'adaptation. Oui, parce que vous avez, il y a quand même eu une période de préparation, donc il a déjà quand même travaillé avec les joueurs, il a vu le potentiel technique de l'équipe. Je pense qu'il n'a pas il a situé maintenant la valeur individuelle de chacun de ses joueurs. Maintenant, après, c'est quand même la compétition. C'est que le révélateur, c'est quand même autre chose que les matchs amicaux où vous avez certaines décontractions. Il y a la pression des matchs, il y a la répétition des efforts. L'attente du public. Effectivement, la présence par rapport au public, mais justement l'efficacité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous, les entraîneurs, on a une attente sur le rendement de chaque joueur parce que justement, l'équipe, dans sa globalité, a besoin à chaque poste d'une certaine activité, non seulement d'une qualité technique, mais aussi d'un certain volume de course. Parce que si vous voulez avoir une maîtrise collective du ballon, il vous faut des solutions. C'est-à-dire que les défenseurs, il faut qu'ils aient des milieux de terrain qui soient disponibles. Et on pourra revenir un petit peu sur cette animation du milieu de terrain marseillais. J'ai trouvé hier que le milieu de terrain offensif était des fois fonctionnait un peu par courant un peu alternatif, c'est-à-dire qu'il y a une grande qualité technique, des fulgurances, des belles possibilités, mais sur la durée, par moment, il y a des pertes de tension. Il y a trop de creux en fait. Voilà, il y a des creux, donc des hauts et des bas. Donc à un moment donné, si les défenseurs n'ont plus les solutions pour animer, ça prive aussi les attaquants de ballon. C'est-à-dire ça met en danger. Voilà, ça demande, donc on va perdre le ballon plus facilement. Donc ça va demander peut-être aux attaquants de redécrocher, peut-être venir plus bas. Donc d'isoler par exemple un Benedetto qui était en point d'attaque, il va risquer d'être isolé parce que il y a du monde qui vient chercher. Donc tout ça c'est un peu comme les dominos, c'est un jeu en cascade que tout le monde est tributaire. Et donc l'entraîneur il va chercher justement à mettre dans chaque case quelqu'un qui amène justement tout ce qu'il doit apporter à l'équipe, pour que justement l'équipe ronronne et que justement il y ait cette solidité d'ensemble, aussi bien dans la maîtrise du ballon pour attaquer que dans la maîtrise pour aussi récupérer le ballon. Et à ce moment, je pense qu'on a pu le voir un peu en deuxième mi-temps,
il y avait plus de problèmes, justement, non pas dans l'animation offensive, où ça, je pense que Marseille a vraiment des possibilités, mais que dans la récupération, où il y a du travail à faire. Et surtout dans la sortie de balle. On s'est aperçu, notamment en première période, quand l'Olympique de Marseille avait le ballon dans les pieds, quand il le récupérait très bas, les relances, les ballons étaient perdus dans la relance. Parce qu'il y a un manque d'animation, il y a un manque de nombre de disponibilité. Quand vous regardez maintenant les équipes de haut niveau, souvent ils arrivent à densifier. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle de composition d'équipe, bien sûr on voit 4-3-3, mais il faut mettre du monde dans le milieu de terrain. Parce que la bataille, vous savez que la bataille du jeu, tout se fait dans le cœur du jeu. C'est là qu'il vous faut du nombre pour défendre, récupérer le ballon, mais du nombre aussi pour tenir le ballon. Quand vous regardez les grandes équipes, pour les citer Barça ou même maintenant Man City, qu'on voit Guardiola, il y a les attaquants qui décrochent, ils participent, ils viennent chercher les ballons, et ça donne du mouvement, ça donne des possibilités, et le ballon peut vivre. Que s'il n'y a qu'un ou deux milieux de terrain, si par exemple Strootman il reste devant la défense et il ne bouge pas, et puis que les milieux de terrain, les attaquants attendent le ballon devant, c'est trop facile pour l'adversaire. C'est lisible, ouais. Exactement, c'est trop facile pour l'adversaire de bloquer les 1 ou 2 milieux offensifs. Si vous avez que Sanson et Lopez, ils sont là, mais qu'il n'y a que 2 joueurs qui viennent chercher les ballons, les milieux de terrain adverses, qu'est-ce qu'ils font? Ils voient, ils les bloquent, et puis c'est fini. Il faut augmenter le nombre de solutions pour la relance et pour faciliter justement cette maîtrise et faire courir l'adversaire. Alors, je peux poser une question, j'en profite de consultant. Bien sûr, vas-y. On a une coach à côté. Bien sûr, profiter. Fais-toi plaisir. Non, voilà, je vais me faire plaisir. J'ai déjà interviewé pendant des années et des années. Mais allez, quand on est coach comme ça, qu'on arrive à l'Olympique de Marseille, là je pense Villas-Boas, qu'on n'a pas les résultats qu'on attend, est-ce qu'on change un petit peu son fusil d'épaule en disant ce qui est important aujourd'hui, c'est les points et le jeu viendra un petit peu plus tard? On a toujours en tête, quel que soit le niveau du club dans lequel on a, cette nécessité de faire des résultats. Parce que justement, votre discours... Et le jeu passe en second. Oui. En début de saison. Non, parce que moi, ma philosophie, ça a été que les résultats s'acquièrent dans le jeu. Mais vous avez dans l'équilibre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être simplement romantique à dire je vais faire un jeu offensif et je vais partir à l'attaque et me découvrir si justement vous n'avez pas une certaine solidité et que vous allez prendre des buts, que vous prenez 2 buts à chaque match, c'est compliqué de les gagner les matchs. Donc je veux dire qu'à un moment donné, tout ça c'est en rapport avec votre qualité individuelle. C'est quand vous avez une défense centrale, j'ai bien aimé Camara hier par exemple, une défense centrale qui est assez costaud qui vous tient à la boutique, vous pouvez justement peut-être prendre plus de risques. Si vous avez un milieu de terrain, un triangle, on va dire, défensif qui est très costaud, vous pouvez participer davantage. Donc, mais la base quand même d'une équipe, c'est la base défensive, c'est celle qui vous donne non seulement le fait de bien défendre son but, pour ne pas donner l'occasion trop à l'adversaire, ça c'est la première chose, mais ensuite il faut récupérer le ballon. Et ça, il faut être très positif sur la défense. La défense, ce n'est pas quelque chose de négatif, parce que c'est la qualité de la récupération du ballon qui vous donne les possibilités d'attaque. On sait bien que plus vous récupérez le ballon haut, plus c'est intéressant. Si chaque fois vous défendez dans vos 16,50 m et que vous êtes obligé de repartir avec un 6 mètres ou vous êtes reparti avec le gardien de but, le but adverse, il est loin. Donc ça vous donne beaucoup de passes à faire, beaucoup de jours. Donc c'est difficile. Donc c'est pour ça que l'organisation dans la récupération du ballon, c'est quelque chose de fondamental. Alors, à moins que vous ayez un fait de match vraiment flagrant. Mis à part le but de Benedetto. Si, il y a quand même en deuxième mi-temps un défait de match, c'est quand même le qui a été demandé la VAR, c'est le carton rouge. Il peut peut-être être rouge. Là, il y a débat. Moi, je trouve que ça aurait été quand même dur ce carton rouge parce qu'il ne le prend pas avec le premier pied, c'est le pied qui traîne un peu. Mais quand on voit au ralenti, il est sauté quand même. Mais il a souvent tendance quand même, à ma vie, à faire des attentats, mais ce genre de situation, ça y arrive assez souvent dans des matchs. Il ne maîtrise pas assez. On a vu les arbitres aujourd'hui supportent de moins en moins ce genre d'action. Parce que maintenant, les arbitres sont devenus très sévères et j'ai vu des rouges beaucoup pour moins que ça. Ce qui était, à vitesse normale, ça ne m'a pas trop choqué. Je dis, c'est jaune, c'est normal. Quand on revoit le ralenti, pour les arbitres maintenant, c'est le fait qu'il décolle les 2 pieds du sol en même temps, qu'il s'attaque, qu'il a un peu sauté un peu. Et là, il se met en danger. Et c'est vrai qu'il donne la possibilité à l'arbitre de mettre le rouge. Alors, le jaune, c'est un jaune orangé. C'est un jaune orangé. Mais si c'est rouge, on il peut donner le jaune, mais s'il met le rouge,
moi je reproche des fois aux joueurs de donner la possibilité à l'arbitre de mettre le rouge. Et si le contexte du match avait été un peu plus houleux, parce que le match a été très correct, il aurait peut-être sorti le rouge. Si le match avait été un peu plus chaud, peut-être qu'il aurait été amené à sortir le rouge. Ça, c'est une gestion du comportement aussi. Voilà. Et bon, là, il a dit, bon, il n'est pas revenu, il a dit que le jaune était suffisant, mais c'est vrai que c'était un jaune orangé, quoi. Donc, à ce moment-là, sous la pression, ça aurait été un peu embêtant. Et là, c'est pas pareil. Il a raison, il restait 20 minutes encore. Hein. C'était pas du tout pareil, quand même. Alors, on passe à Men and Merguez of the Match. Voilà, c'est un peu notre top et flop à nous, quoi. Tu vois, Alors, on commence par The Man of the Match. Ouais, on commence par le. Je vais prendre Benedetto, bien sûr. Ouais. Je pense que dans son ensemble, déjà, dans ses déplacements, il a été buteur. Il confirme le but qu'il a marqué à Nice. Il nous fait gagner les 3 points. Enfin, il nous fait gagner. Il participe énormément à la victoire. Et puis, bon, j'ai bien aimé sa participation offensive. Et par moments défensive aussi, parce qu'il a su se replacer, notamment quand on avait perdu le ballon, se replacer à la ligne médiane, à le faire jouer ses défenseurs centraux pour qu'il empêche sa première relance. Oui. Je pense que dans l'état d'esprit, et surtout, ça faisait un petit moment déjà qu'on ne voyait plus ça à l'Olympique de Marseille. Ouais. Aujourd'hui, je retrouve un petit peu les qualités de. Je suis complètement d'accord parce que c'est pas seulement justement sur bon, ça attend, on va l'attendre sur le nombre de buts qu'il est capable de marquer, sur son adresse, sur finition, mais c'est plus un attaquant. Ben voilà, c'est un Argentin qui est un attaquant combattant. Donc il va dynamiser, il amènera aussi le groupe avec là, il va participer à l'effort collectif. On l'a vu 2-3 fois revenir pour pouvoir faire. Alors, j'espère que c'est pas un feu de paille parce qu'au début, quand le joueur arrive, il a envie et j'espère que ça va continuer. C'est la même mentalité, hein, les Argentins. J'ai l'impression qu'effectivement, il apporte au jeu de l'équipe et c'est pas simplement un attaquant de surface qui va attendre les ballons, qui va être là pour le renard, pour essayer de la mettre au fond. C'est le profil Mitroglou, quoi. Ouais, voilà. C'est un profil complètement différent. Il n'attend pas, il va participer à l'animation offensive. Voilà, on voit bien sur préparation, il décroche, il fait 1-2, il enchaîne, il est disponible. Donc oui, je pense que pour moi aussi, c'était un élément... Nico, tu as quelqu'un d'autre? Un contre-pied exprès, je vais prendre Alvaro parce que ça fait 3 matchs de suite où il est titulaire et lui aussi il amène du caractère dans cette défense. Je trouve que le duo avec le jeune Camara est vraiment intéressant parce que lui il est vraiment dans l'agressivité, les duels. S'il y a un ballon qui traîne, il ne va pas réfléchir, il balance des grands coups de pied, de temps en temps ça fait du bien. Et à côté de ça, on a justement Camara qui peut relancer plus propre, donc je pense que cette combinaison est intéressante et le profil de caractère de ce joueur-là apporte beaucoup à cette défense et donc à l'équipe. Mais c'est la grinta, ces deux joueurs-là aussi. C'est important, on a besoin de ça, nous, à Marseille. On a besoin de cette agressivité dans le bon sens du terme. On a besoin des joueurs qui nous mènent, qui nous tirent vers le haut. Et ça, ces deux joueurs-là, je pense que, notamment un derrière et un devant, maintenant il nous a manqué au milieu, on a perdu Gustavo. Mais c'est hyper important, je pense que pour une coach, d'avoir ces rôles-là. Au milieu, tu as Strootman qui peut jouer ce rôle-là. C'est un joueur de tempérament. Aussi, oui. Et de mettre le feu quand il le faut. Ouais. Mais là, je pense que ces deux joueurs cités ont fait leur job comme il fallait le faire. Merguez of the match. Nico, allez, vas-y, commence. C'est évident, c'est toujours pareil. Comme Jordan à ma vie, on va toujours lui taper dessus. Mais c'est vrai qu'il manque de maîtrise, c'est ce qu'on disait sur le tacle. Ça illustre un petit peu ses carences. C'est la maîtrise technique dans les passes. La maîtrise technique dans les centres, la maîtrise technique sur les tacles où des fois il va un peu fort. Et je pense que malheureusement il se perd là-dedans alors qu'il a beaucoup de volonté. Je trouve qu'il est revenu dans cette saison avec vraiment beaucoup d'envie. Les 2 premiers matchs, je l'ai trouvé vraiment correct. À Nice, il a fait beaucoup trop de déchets. Et là, encore une fois, trop de déchets, trop d'erreurs, trop de possibilités à gauche. Déjà que Payet ne défend pas beaucoup. Ça laisse des boulevards sur ce couloir gauche. Alain, une merguez du match à décerner. Oui, non, je pense que... non, c'était pas... ça peut être la même, on n'est pas obligé d'en trouver d'autres. Non, je pense qu'effectivement, c'est lui qui est peut-être un peu en dessous, sans qu'il ait fait une mauvaise prestation non plus. Pas catastrophique, mais pas de difficulté. Mais après, voilà, je pense que c'est... non, je pense que tout le monde a bien combattu, lui aussi, mais c'est vrai qu'il est un petit peu en dessous en termes de rayonnement que les autres joueurs. Et à ma vie, on disait qu'il était plutôt bon sur les 2 premiers matchs, là il replonge un peu. Bon, peut-être qu'ils auront commencé un petit peu à douter, et puis c'est vrai que peut-être comme vient de dire Alain, c'est vrai que sur son côté gauche, Payet défend beaucoup moins, il va se trouver en difficulté. Après, c'est une gestion de placement. On en parlera ça justement de ce point-là. Mais bon, je ne vais pas citer le même joueur. Je mettrai peut-être Sarr, notamment dans la finition. Pas dans l'état d'esprit. Surtout, il arrive à faire d'excellentes choses sur le côté droit. Mais la finition, les centres, la dernière passe, c'est insuffisant. C'est un peu du gâchis, quoi. Même s'il est sur le coup du premier but, qui participe. Il a pas sa fonction en profondeur. Ouais. Mais je veux dire, à un moment donné, il arrive à
à éliminer son adversaire direct, puis le centre il va au second poteau, où ils seront 5 mètres. Je veux dire, à un moment donné, il y a de l'application. Il faut mettre aussi la concentration dans son dernier geste. Et c'est ce qui manque un petit peu à Mouma. Allez messieurs, on s'arrête là pour le décrassage et on passe à notre gros débat tactique avec l'œil d'Alain Perrin sur l'OM de Villas-Boas. C'est tout de suite. Allez Alain, on va profiter de votre présence ici avec nous pour parler un petit peu tactique. On va se faire ce petit plaisir-là. Ouais. Hein, il faut vraiment profiter. On en profite pour avoir un petit éclairage sur cette OM version... Surtout qu'Alain, il est comment dire, moi je me rappelle très bien, il avait toujours son cahier. C'est vrai. Tactiquement, il était soucieux de ça en fait. Ah oui, il a toujours été soucieux de ça. Travaillé, oui, donc c'est vraiment une bonne chose aujourd'hui de l'avoir et d'en profiter de parler. Et c'est surtout de l'animation. Parce que les coachs ils nous disent les schémas c'est gentil, mais c'est l'animation. C'est ça voilà, parce que là on voulait aussi parler des forces et des faiblesses justement de ce 4-3-3 de Villas-Boas, puisqu'il a dit, répété, c'est le système dans lequel il veut évoluer principalement cette saison. Alors est-ce que vous pouvez déjà nous montrer tactiquement ce que peut offrir ce système avec les joueurs aussi à avoir à sa disposition? On a beaucoup de 2-3 systèmes maintenant qui sont assez proches les uns des autres. C'est-à-dire que pour moi, les systèmes en 3 lignes, comme ils ont un peu dit, sont un peu réducteurs de la réalité du jeu. Parce qu'un 4-3-3, ça peut être, vous voyez, si les deux ailiers jouent un peu comme ça, vous voyez, ça peut presque être du 4-1-4-1. Pas beaucoup de différence. Mais à la perte du ballon, tu parles ou offensivement? Non, c'est pour dire que les systèmes, on peut leur faire dire un peu beaucoup de choses et en fonction des. À un mètre près, ça change. Je te coupe un peu parce qu'on explique bien aux gens. C'est pour ça que je. C'est pour ça que, mais c'est pour dire que en préambule, qu'un système, des fois on dit c'est dur de caractériser un système. Par exemple, un 4-4-2 qui serait comme ceci. Vous voyez, c'est un 4-4-2 avec 2 attaquants. Et par rapport à un 4-2-3-1, on ne sait pas trop. Si c'est 4-2-3-1, ça dépend un peu où ils sont positionnés. C'est un 4-4-2, si c'est un peu comme ça. Si on monte là, on est en 4-2-3-1. Donc, ce n'est pas seulement les positions, c'est le profil des joueurs qui est important aussi. C'est-à-dire que si vous avez un milieu de terrain ou un ailier attaquant, c'est plus pareil sur les côtés, par exemple, ou si vous avez un milieu de terrain qui va être plus défensif, qui va fermer simplement un couloir. Donc c'est pour ça qu'après, effectivement, ce qui est important, c'est l'animation. Et moi, je préfère justement regarder, quand je regarde une équipe, c'est de savoir combien de joueurs défendent et combien de joueurs attaquent. C'est-à-dire, en perte de balle, combien vous allez avoir de joueurs qui vont participer à la récupération du ballon. Est-ce qu'on va avoir 8 joueurs seulement, parce qu'on a 2 joueurs qui vont rester comme ça, devant? Est-ce que, peu importe le système de départ, parce que dans un 4-3-3, si les 2 joueurs de côté reculent, ils vont fermer les couloirs et on peut avoir 9 joueurs qui défendent. Donc là, tu nous parles de profil de joueur, en fait. Profil de joueur et après, dans les 2 phases. C'est-à-dire, phase défensive, combien de joueurs défendent? Est-ce qu'on défend à 8 ou 9? Oui. Avec un joueur de contre-attaque, ou des fois on rejoue à 2 joueurs de contre-attaque. Et puis, ou même alors effectivement, si on joue à 3 joueurs et qu'on n'est que 3, par exemple là, les 3 joueurs là ne défendent pas. Ce qu'on voit dans certaines équipes où, parce qu'il y avait des problèmes de Paris Saint-Germain à une certaine époque, avec leurs 3 attaquants, avaient du mal à bien défendre, parce que justement, ça ne défend pas, ça veut dire que derrière, vous supportez la récupération du ballon, et surtout si encore vous avez un milieu offensif. Donc combien de joueurs défendent? Et après, combien de joueurs attaquent? C'est-à-dire qu'une fois que vous avez le ballon en zone offensive, est-ce qu'il y a participation des latéraux sur les côtés? Combien de joueurs vont animer et soutenir les attaquants? Combien de joueurs vont rester un peu pour compenser? Voilà. Donc moi, j'aime bien regarder, est-ce qu'on reste, c'est souvent 2 défenseurs centraux, un milieu défensif. C'était le cas à l'époque du Barça, il reste qu'à 3 derrière, qui sont là pour tenir le ballon derrière. Et on attaque à 7 joueurs. Donc moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est combien et où, jusqu'où vont en particulier pour amener une densité sur le plan offensif. C'est-à-dire que la participation des latéraux, c'est un point clé. L'animation et la participation des milieux de terrain. Et là, quand on a Sanson, par exemple, et Lopez, on a vraiment 2 milieux de terrain offensifs capables à la fois de soutenir. Et ce qui a été déterminant d'ailleurs dans le but, c'est la capacité des milieux de terrain à venir dans les 16,50 m, à venir se projeter très haut pour amener du nombre. Vous pouvez avoir une efficacité offensive que si vous amenez
4 à 5 joueurs proches de la boîte, donc un latéral qui centre, et il faut qu'on ait du monde comme ça. Là, vous avez des chances de marquer des buts si vous arrivez à 4-5 joueurs dans la surface de réparation. Si vous n'avez toujours, avec le même système, 3, c'est-à-dire que les latéraux, ils restent un petit peu en dedans, vous avez des ailiers qui restent sur le côté, et puis là, un milieu de terrain, si on va prendre Payet par exemple, qui décroche et qui vient faire un peu le jeu, parce que c'est quand même pas un garçon qui aime faire le jeu. Voilà. Si vous avez une seule pointe, un Payet là, et puis que les milieux de terrain, ils restent là, comme ça, vous me direz quand est-ce que vous avez marqué des buts. Est-ce que c'est un peu le cas justement de cet Olympique de Marseille en ce début de saison où on sent c'est un peu le danger, c'est-à-dire que c'est là-dessus que maintenant on va attendre un peu, parce que c'est ce que doit essayer de régler, c'est les consignes que doit donner l'entraîneur, justement. Parce que je pense qu'il est au courant, il est bien qu'il faut qu'il y ait du monde qui vienne à la surface. Donc en fonction du profil, la sensibilité des joueurs, la confiance aussi un garçon comme Dimitri, c'est pas un garçon qui aime venir au combat dans le jeu aérien. C'est vrai. Par contre, on sait que voilà, il aime sa technique, il a une grosse frappe de bras, il aime rentrer, il aime faire des passes, il est capable d'alimenter. Et voilà, il va quand même être présent dans un deuxième rideau, il va pouvoir sur un ballon faire. Donc il faut qu'il y ait d'autres milieux de terrain qui accompagnent l'action, ce qu'on a vu sur le but avec la percussion. Oui, absolument. D'ailleurs, Sanson fait souvent des appels en profondeur. Lopez, je l'ai pas assez vu à mon goût. Retrait, il est plus, voilà, il aime bien déjouer, enfin pas déjouer, il aime dézonner, sortir pour être disponible là. Mais il faudrait quand même qu'il vienne un peu plus près de la surface de réparation pour amener un soutien, amener des solutions de tir. Ce qu'on nous reproche au petit Lopez, c'est qu'il manque de finition devant le but. Il n'est pas assez présent déjà. Très rarement et de passe verticale aussi. De passe verticale aussi. Mais toi, le système que tu nous expliques là, en 4-3-3, ça veut dire qu'un bloc équipe doit être compact. Ah, bien sûr. On est bien d'accord. Bien sûr. Parce que si les défenseurs centraux nous restent trop bas, ce qu'on va faire, la projection vers le haut, on va se retrouver dans un milieu de terrain où il y a quasiment un désert. Donc le bloc équipe, ça se travaille notamment aussi aux entraînements pour jouer beaucoup plus haut, pour presser l'adversaire aussi et pour surtout se donner des chances d'être à la récupération et à la tombée du ballon quand les attaquants font le système offensif. Mais alors ça participe aussi de l'équilibre, c'est de cette maîtrise justement que vous devez avoir avec une base qui a une bonne valeur technique pour... et on dit, bon, valeur technique, c'est pour faire les passes, mais il faut aussi être disponible, venir sur les intervalles, l'intelligence, c'est beaucoup. Quand on voit Benedetto, c'est aussi ça intéresse, c'est la qualité des appels de balles qui fait justement, qui le rend disponible. C'est ça, c'est parce qu'il ne s'agit pas de courir des kilomètres, mais si vous ne courez pas à bonne escient, ça ne sert à rien. Mais il y a quand même un volume d'activité minimum. Parce qu'on se rend bien compte que lorsqu'on a, au milieu de terrain, si on veut tenir le ballon et avoir des actions, il faut être capable de mettre du nombre. Donc avec effectivement, Sarr, je trouve par exemple qu'il reste un peu trop excentré. Collé à sa ligne, quoi. Quand on voit par exemple Sarr et Payet, ils n'ont pas la même influence. Payet a davantage d'influence dans le jeu parce que justement il a un volume, il vient. Bon, il ne faut pas se disperser, c'est le danger. C'est-à-dire qu'il ne faut pas uniquement décrocher et venir trop bas. Donc à un moment donné, il faut bien cadrer le joueur pour qu'il est là. Mais c'est intéressant parce qu'il donne des solutions de relance. J'aimerais que Sarr, on l'a plus avec Thauvin, bien sûr, qui est disponible pour prendre le jeu. Et c'est vrai que quand on a l'équilibre Payet-Thauvin, tout de suite, ça aide à tenir le ballon. Dans ce système que tu nous expliques, il y a énormément de triangles, ce qui est important dans le football moderne aujourd'hui, et ce qui donne la possibilité, comme tu nous expliques aussi, quand Payet rentre vers l'intérieur ou Thauvin, et non pas Sarr, c'est que les deux latéraux ont tendance à monter, ça leur donne des solutions. Bien sûr, ça libère le couloir, bien sûr. Que là, si on reste sur les côtés, Sarr, Payet, ils sont quasiment inexistants. On est bien d'accord aussi. Donc l'intérêt d'avoir de la participation et du volume de jeu, mais aussi de surprendre les adversaires. Parce que les dédoublements sur le côté, ça a toujours existé, ça existera tout le temps. Et c'est la force d'une équipe. Enfin, je pense. Et se retrouver en nombre devant le but, c'est par la participation des latéraux. J'aimerais juste qu'on se concentre un petit peu aussi sur le cas Payet, parce que c'est le cas qui fait débat depuis des semaines et des semaines. Des mois. Oui. Mais enfin, la saison dernière, il jouait plus à ce poste-là. D'avoir un Dimitri Payet, donc côté gauche, ce positionnement, vous en pensez quoi déjà ? Quand on connaît le profil de ce joueur-là. Alors c'est un positionnement que je connais très bien parce que j'ai eu
a travaillé avec lui aussi à Saint-Étienne. C'est vrai. Hein, et c'était quelqu'un qui a des qualités techniques, bien sûr, largement au-dessus de la moyenne, extraordinaire sur le plan, même capable de finition, frappe de balle, les deux pieds arrêté, on voit ce qu'il peut faire. Mais une de ses faiblesses, c'est un peu son volume de jeu. C'est-à-dire que ces 90 minutes, c'était à l'époque déjà, parce qu'il était jeune à l'époque, mais de tenir 90 minutes sur un haut tempo. Hein, donc c'est pour ça que lui, il préfère naturellement jouer un peu en dessous d'un attaquant où il peut avoir plus de temps de récupération, parce que quand vous êtes sur un côté, vous donnez des solutions pour pouvoir animer l'action offensive, donc ça vous disperse. Et si vous tombez sur un latéral qui vous oblige à vous replacer, vous ne pouvez plus faire les affaires offensives et défensives. Donc ça le gêne un petit peu, parce qu'il n'a pas le moteur pour pouvoir faire tout ça. Ce n'est pas un problème si derrière, l'équipe a autour de lui soit un latéral gauche, soit un milieu de terrain qui va pouvoir le compenser. Donc si vous avez un milieu de terrain, moi je me souviens à l'époque où j'étais à Lyon, je faisais jouer Benzema dans ce rôle-là. Benzema qui jouait sur le côté gauche, je peux vous dire, c'est pas un côté gauche. Hein. Lui, il était tout le temps à finir dans l'axe, il finissait. Ouais. Mais derrière lui, j'avais un Suédois, Karlström, qui était un gros milieu de terrain, qui avait un gros volume de jeu, et il faisait les compensations. Donc, mettre Payet à gauche, c'est viable si derrière lui, vous avez quelqu'un. Si c'est Lopez, c'est un peu plus embêtant, parce que lui aussi, comme c'est un milieu de terrain, il ne va pas être comme dans la récupération du ballon. Donc peut-être qu'à ce moment-là, il faut peut-être deux milieux de terrain récupérateurs avec un milieu de terrain offensif. Parce que Payet joue le rôle presque d'un milieu de terrain offensif. Vous voyez. Donc après, tout dépend comment vous organisez votre milieu de terrain pour compenser un Payet sur le côté gauche. Pour bien imager, c'est Matuidi qui a le rôle parfait. Oui, un gars comme Matuidi, par exemple. C'est vrai que c'était. C'est le complément. C'est le vrai complément. À l'OM, en début de saison, il y avait Gustavo là, et c'était Strootman qui jouait là. Ouais, mais là Strootman, lui, il pouvait vraiment compenser, bloquer ce couloir. Vu que Payet a tendance à se retrouver un peu axial et qu'il trottine sur le repli défensif, il faut le bloquer ce couloir. Vu que déjà le latéral gauche est souvent en difficulté, ce mec-là, il a un rôle prépondérant. Et là, c'est Sanson maintenant qui joue ce rôle-là, et il a tendance à vachement se projeter. Donc c'est compliqué, parce que là, ça laisse un trou. C'est le profil justement des deux milieux de terrain. Là, ça dépend un peu, si vous avez deux milieux de terrain très offensifs, eh ben ils ne vont pas faire ce travail-là. Alors que si vous avez ce qu'on appelle le relayeur, le box-to-box, le garçon qui va aussi bien défendre, qui va être là, mais qui va aussi être capable de se projeter, voilà, vous pouvez avoir deux récupérateurs qui sont là et qui vont compenser 4 joueurs offensifs. Donc là, bon. Et donc à ce moment-là, dans un système comme ça, moi je vois bien un système quand même trouver un pendant à Strootman, ça peut être Sanson qui pourrait être un peu plus bas, mais un Payet qui serait en dessous d'un Benedetto, avec un Thauvin et un Sarr, pourquoi pas. C'est une équipe très offensive, vous voyez, c'est un 4-2-3-1, mais il faut quand même que les deux gars soient présents dans le volume de jeu. Et je ne suis pas sûr que... Retomber du ballon. Ouais. Voilà, quand on voit l'effectif de l'OM... Voilà. Lopez et Sanson, pour moi, ils sont en bagarre pour justement jouer ce rôle-là, mais c'est plutôt des techniciens, entre guillemets, des animateurs de jeu, que des récupérateurs. Sanson, il a quand même un gros volume de course. C'est Sanson qui est pour moi le plus gros volume, oui. Est-ce que Rongier, il a un peu ce profil-là aussi. Oui, est-ce que Rongier il peut être agressif. On se souvient à Nantes, il a même joué à certains moments en 6. Oui. Un 6 un peu technique à la Pirlo, entre guillemets. Je pense que c'est pour ça. Ça peut être intéressant. Si Marseille veut le prendre, c'est parce que justement, c'est pour compenser. Il est complémentaire. Il est surtout complémentaire par rapport à ce qu'ils veulent faire. Ben voilà. Je pense que c'est... En fait, ça a été calculé dans ce sens-là. Bien évidemment. Juste pour revenir sur Payet, c'est vrai que quand tu expliquais que Payet, parce que c'est le débat, Payet, depuis quelques mois, la saison passée aussi, il peut faire les deux. Il peut faire les deux, comme tu dis, il n'a pas le coffre pour revenir si bas. Oui, il va le faire 2-3 fois, mais il ne le fera pas plus. Mais ce qui l'intéresse à lui, c'est d'être dans la zone de vérité. Donner ce dernier ballon, d'éliminer, se retrouver face au but, ou pour frapper, ou donner les bons ballons, parce que maintenant on a vu que Benedetto est un joueur qui donne énormément de solutions, notamment par ses courses en diagonale, ou quand il décroche, ou quoi que ce soit. Donc lui, il aime être là, traîner en fait. Il aime traîner parce que c'est entre guillemets, c'est le technicien de l'équipe. C'est le technicien de l'équipe qui, lui, aime pas faire beaucoup de courses. Il aime être décisif, notamment dans cette zone aux alentours des 18 mètres, pour donner le ballon de but, ou alors aller marquer. Mais la question, c'est ce que disait Moura tout à l'heure, avant qu'on commence l'émission, c'est est-ce qu'il faut construire l'équipe autour de Payet ?
Ça, c'est une vraie question. Parce que s'il te fait gagner les matchs, on connaît ses qualités. Et donc le mettre dans sa zone de confort. Et donc le rechanger de... Oui. C'est tout un dialogue que doit avoir l'entraîneur avec le joueur, parce que justement, avec l'expérience, la maturité qu'il a, vous ne pouvez pas demander la même chose à un joueur de 30 ans qu'à un joueur de 25 ans en termes de volume de course. Donc peut-être qu'à un moment donné, il faut protéger un peu aussi le joueur, le mettre dans sa zone de confort. C'est pas péjoratif, mais c'est sa zone d'efficacité où il va apporter le plus à l'équipe. Et actuellement, dans cette équipe-là, sur le plan offensif, vivement l'arrivée de Thauvin, parce que sinon, il n'y a que Payet qui peut quand même, avec Benedetto, pour moi, c'est un créateur. Créer et finir. Ouais. Créer et amener justement un certain nombre de buts à l'équipe. Donc il faut le mettre dans les meilleures conditions possibles. Oui. Si vous l'excentrez et que vous lui demandez en plus de défendre sur le latéral et qu'il joue tellement bas là, ça me fait souvenir un petit peu une certaine finale de Coupe de France qui rappellera de mauvais souvenirs à Marseille, avec Sochaux, où il y avait quand même sur les côtés, c'était Ribéry et Nyang, on avait Cissé en pointe avec Nasri derrière, c'était quand même pas mal sur le plan offensif, mais je ne m'étais pas dégonflé, j'avais demandé à mes latéraux de jouer le plus haut possible pour pouvoir faire reculer Nyang, que je savais qu'il avait de jouer, et Ribéry aussi, les faire reculer au maximum. Donc vous voyez que si vous avez en face de vous des bonnes équipes, alors quand une équipe qui vous craint, qui reste en place, ça va. Mais si vous jouez avec une équipe qui est un petit peu, qui veut rivaliser avec vous, qui demande aux latéraux de sortir, ça oblige à faire des efforts que ne pourra peut-être pas faire Dimitri. Allez messieurs, on va refermer cette grosse page tactique. On a envie de continuer, mais il y a aussi l'actualité du jour. Et oui, c'est le dernier jour du mercato, c'est là où tout peut se faire, tout peut se défaire, tout est possible. Le rêve, on peut rêver. Aujourd'hui, on peut encore rêver. Là, tu rêves encore, toi ? Et on essaye. Le dernier jour du mercato, c'est maintenant. Allez messieurs, c'est le dernier jour du mercato. Ça ferme à quelle heure, Nico ? C'est toi le spécialiste. Bon, spécialiste. Non. C'est minuit. Non, parce que c'est vrai que maintenant, il y en a certains. L'heure du crime. C'est ça. On attend avec impatience. Tout peut se jouer dans les dernières minutes. Par contre, on est habitué à ça. Surtout à l'Olympique de Marseille. Ces dernières années, c'est vrai que le dernier jour du mercato généralement est agité. Pas les meilleurs transferts qui se... Toi, tu penses à Abdenour, c'est pas très sympa. À Mitroglou aussi. Mitroglou aussi. Il est en train de se relancer au PSV, attention. Voilà. Aujourd'hui, en tout cas, l'information d'hier soir plutôt, c'est que Luis Gustavo quitte l'Olympique de Marseille. Alain, c'est une grosse perte pour l'Olympique de Marseille. Et qu'est-ce qu'on retiendra aussi de... Oui, pour moi, c'était une grosse perte parce que c'était un joueur qui avait tout ce registre qui amène du liant entre la défense et l'attaque, est capable de faire sortir les ballons proprement, mais c'est surtout un formidable récupérateur. C'était un combattant qui entraînait les autres. Donc sur le plan mental, c'était aussi une pièce essentielle du dispositif. Donc il ne sera pas facile à remplacer parce qu'il y avait à la fois le volume et la mentalité pour apporter à l'équipe. On a entendu André Villas-Boas dire aussi que lui, jusqu'au dernier moment, il comptait le conserver. C'est un coup dur aussi pour l'entraîneur. Comment est-ce qu'on arrive à jongler avec ça quand au dernier moment, on perd un de ses hommes clés? Ce qu'il faut connaître surtout, c'est les tenants aboutissants, c'est de savoir les engagements qu'il y a pu avoir de la part de la direction du club vis-à-vis du joueur, parce que c'est souvent ça, c'est aussi les éléments économiques. C'est-à-dire que par rapport aux années de contrat qui restent, si vous voulez faire une opération financière sur un joueur, et vous êtes obligé de le vendre à un certain moment, c'est aussi le moyen de faire des plus-values sur des joueurs. Donc l'entraîneur, il doit être informé parce que... Ça, c'est pas notre point fort, de faire la plus-value. Mais après, il y a l'histoire de cette masse salariale qu'il fallait absolument aussi... Il y a un travail là, c'est pour ça que l'entraîneur, il doit être associé avec une certaine transparence pour éviter les frustrations et les phrases après, parce que c'est très frustrant pour un entraîneur, effectivement, que de commencer une période de préparation avec un joueur, bâtir une équipe autour de certains joueurs, et puis qu'au cours du mercato, vous vous rendez compte que le joueur a des désirs de partir parce qu'on lui a ouvert la porte, et puis qu'il est sous à des offres, et puis qu'à la dernière minute, comme ça, parce que il faut être capable de se retrouver, trouver un remplacement. Trouver, c'est pas toujours évident. Interne ou externe. Et c'est comme ça qu'effectivement, la meilleure solution, c'est effectivement d'avoir déjà en interne
un jeune joueur, un joueur prêt à prendre la place, et ça c'est la meilleure promotion. Ce que fait Lille, très bien d'ailleurs. Oui, donc ils ont déjà un départ, mais il y a l'arrivée qui est c'est pour ça que et Lyon. Le recrutement, même s'il se conclut comme ça avec un mercato à une certaine date, c'est une activité permanente parce qu'il faut toujours être prêt à remplacer n'importe quel joueur parce que vous avez toujours des projets de remplacer des joueurs pour améliorer l'équipe, mais c'est souvent vos meilleurs joueurs qu'on vient vous chercher et qui vont partir. On va pas prendre les parce mauvais. Ils ont des sollicitations eux aussi. Donc à un moment donné, il faut être prêt aussi à remplacer les bons joueurs et puis pas attendre la dernière minute parce qu'effectivement, dans les dernières minutes, on est dans l'urgence et malheureusement, on prend parce qu'on n'a pas forcément des garanties sur la qualité des joueurs qu'on prend. Après, Gustavo, moi, je vais vous donner quelques précisions. On se souvient qu'en début de mercato, en fait, ils avaient clairement dit à Strootman qu'ils n'avaient plus le budget pour le garder et que c'est lui qui devait partir. Faute d'offre pour lui et Sanson, ils se sont retrouvés un peu coincés. Oui. Ils ont le fair play financier qui leur demande de baisser la masse salariale. Gustavo, il a 32 ans, ils l'ont payé 8 millions d'euros il y a 2 ans, là il va partir pour 7. Il voulait partir depuis plus de 6 mois. C'est pas une mauvaise lui, il opération. n'était pas aussi dans une mentalité financière. où il était à fond pour rester. Parce qu'il a une belle offre en Chine en janvier avec un énorme salaire. L'OM l'a gardé. Là, quelque part, le président, j'ai l'impression, a priori, ce que disait la Provence ce matin, c'est que Zubizarreta, il voulait surtout pas qu'il parte. C'était le dernier qu'il voulait voir partir. Mais que financièrement, Hérault, il a lâché parce que c'est un énorme salaire et il voyait pas d'autres gros salaires partir et qu'il fallait baisser cette masse salariale. Et puis exactement, c'est pas toujours ce qu'on a envie de faire. Oui, c'est ça. Des fois, un joueur qui joue pas beaucoup, c'est lui qu'on voudrait faire. Mais s'il joue pas, il n'intéresse pas les clubs. Donc effectivement, des fois, on est coincé un peu par justement des obligations et on ne sait pas exactement ce qu'on a prévu et qu'on doit faire. Et donc on est obligé de passer sur des plans B qui sont là, ce qui est compliqué, c'est que le président Hérault s'était un petit peu avancé par rapport à ce dossier en disant qu'il voulait le garder, qu'il voulait qu'il reste dans le club même après sa carrière. Donc du coup, là, il part, c'est un peu dommage, quoi. Ouais, au niveau de la communication, c'est pas terrible. Après, Jean-Charles, conserver un joueur qui a plus envie de rester. Qui a plus sa tête à l'Olympique de Marseille peut-être depuis quelques mois. Après, c'est un qui a grand déjà pro. voulu. C'est un grand pro. Oui, non, mais peut-être, mais. Je pense que s'il avait dû rester, il serait resté. Bon, après, il a eu l'opportunité de partir, 32 ans. Je pense que c'est un grand professionnel. Mais après, aussi, si on lui dit depuis des semaines et des semaines, Gustavo, on va te trouver une offre, il va falloir que tu partes, le joueur aussi, ça cogite. Ouais. Non, je pense pas qu'ils lui ont dit ça quand même, Jean-Charles. Non, mais ils lui ont dit si on a besoin de vendre, on te laissera partir. C'est peut-être ça. Ouais, mais bon, après, tu sais, tout ce qui se passe en interne, on ne sait pas tout. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent qu'on ne sait pas. Les conditions entre les dirigeants, le joueur, les agents, il y a un tas de choses qui se passent. Allez, c'est très bien comme ça fonctionne. Des fois, tu es surpris par un départ. Tu te dis, lui, non, il ne va pas partir. Et puis d'un coup, c'est celui où tu t'en attends pas qui s'en va le premier. Mais je pense qu'il y a eu aussi une usure de Gustavo. Une usure mentale, parce qu'on en a parlé, on l'a fait jouer, puis on l'a fait jouer derrière, après on ne le faisait plus jouer, passé un moment la saison passée, après on l'a dit on va te transférer, il est resté, il devait partir en Chine, il avait la meilleure offre, il n'est pas parti. Il arrive à un moment donné où le joueur, il se dit, ben maintenant si j'ai l'opportunité, ben c'est le bon moment. Ouais, puis il doit sentir que le projet aussi, il descend d'un cran. L'ambition descend un peu, il n'y a plus trop d'argent. Je pense que c'est quelqu'un d'ambitieux aussi. Et puis là, c'était peut-être le projet ambitieux qui lui plaisait au départ. Et puis là, peut-être qu'il a envie un peu d'argent en Turquie aussi. Ouais, alors, Luis Gustavo qui quitte l'Olympique de Marseille, logiquement, à moins qu'il y ait... Bon, là c'est aussi, pas sûr. Non, c'est pas sûr. À l'heure où on enregistre cette émission... Non, puis le président Hérault, hier, l'a dit. Rien n'est fait. Pour être totalement clair, donc nous on enregistre à 12h30, l'émission est diffusée à 17h30. Rongier n'est pas encore à l'Olympique de Marseille, mais les discussions sont avancées. Oui, c'est lui dans sa tête. Qui bloque un petit peu. On le connaît, le président Kita de Nantes. Après, c'est profiter de la situation européenne. Parce que Marseille a la pression, là, donc. Exactement, il faut un joueur. C'est une opportunité énorme pour lui. Et voilà, que vous avez un acheteur qui est là. Et tout le monde est dessus parce que Nantes va a priori acheter Ludovic Blad de Guingamp. Et Guingamp aussi, a priori, il faut un peu monter les prix. Donc c'est un jeu de domino un peu infernal, quoi. Est-ce que c'est le profil, on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est pas trop le profil... c'est pas le même profil que Gustavo déjà. Que Gustavo ou... Je pense quand même qu'il vient quand même pour renforcer un peu le milieu de terrain, parce que c'est vrai qu'actuellement, ça manque déjà s'il y avait des blessures, s'il y avait des suspensions, ça manque un petit peu numériquement, et il faut quand même compenser par le milieu de terrain. Après, je pense aussi, compte tenu du profil de ceux qui sont à l'Olympique de Marseille, il y a beaucoup de joueurs à dominante un peu offensive. Il faut quand même avoir un récupérateur ou un relayeur, un garçon capable justement de
d'être plus défensif que les autres. Avoir plus de volume de jeu aussi, peut-être que Sanson, que Lopez, peut-être plus bagarreur. Avec un impact physique aussi, parce que c'est vrai qu'il est hargneux, quoi. Il faut de la récupération, donc il y a peut-être un impact physique aussi plus important. Il a beaucoup d'activités, je trouve qu'il a beaucoup d'activités dans notre jeu, sur les matchs que j'ai pu Quand on a deux joueurs comme ça, je te coupe, excuse-moi, mais quand on a deux joueurs comme ça, Sanson, Lopez, et qu'on rajoute Rongier, c'est ce qu'on appelle la concurrence. Ouais, c'est la concurrence, mais on ne va pas se retrouver avec un embouteillage de profils un peu similaires. Non, c'est pas un embouteillage, c'est une question d'ambition du club d'abord, de performer son équipe, parce que si on prend Rongier, c'est pour mener un plus. Sinon, quel intérêt de vouloir le prendre? Et puis c'est surtout après la concurrence qui va permettre aussi de faire avancer ton partenaire. Ouais. Si maintenant le partenaire lâche, eh bien, il aura perdu sa place pendant pas quasiment un an. Maintenant, s'il s'accroche à tout ça, ça va te faire avancer au niveau de l'efficacité, mais aussi au niveau du rendement. Parce que tous les joueurs, s'ils se mettent à niveau, ça veut dire que ton équipe va être plus performante. Et Rongier, il a un système, et notamment là je parle de l'école de Nantes, qu'on le veuille ou non, l'école nantaise, c'est beaucoup de participation, c'est beaucoup de technique et beaucoup de tactique. Ça a toujours été, quand on parle de Nantes, on parle toujours de ça. C'est vrai qu'on a toujours les anciennes méthodes Suodo, tout ça. Nous, à Ribard, mais ça reste quand même la physionomie, quand on dit Marseille, pareil, droit au but. Mais là, du côté de Nantes, c'est pareil. Je pense qu'il y aura ce petit plus de Rongier qui peut nous apporter du côté de l'OM. Alors on arrive déjà au terme de cette émission. Je vous ai déjà posé la question la semaine dernière, donc je vais la poser à Alain. En cette fin de mercato, quand on voit le mercato qu'a effectué l'Olympique de Marseille, mis à part l'arrivée de Rongier, si elle se concrétise, où est-ce qu'il y aurait encore des manques? S'il faut encore recruter un joueur, ça serait plutôt un joueur offensif ou... J'avoue, je ne connais pas la profondeur du banc. Par exemple, il n'y a pas de doublure à gauche. C'est parce que la profondeur, il n'y en a pas des masses en fait. Je pense que vous le trouvez sur le côté gauche. Oui, ça pose difficile. Moi, j'ai déjà vu parce que par rapport, mais après, il y aura peut-être d'autres solutions qui vont se dévoiler durant le cours de la saison. Je pense que... Ça peut suffire cet effectif-là quand vous le voyez pour aller chercher cette troisième place. C'est quand même l'objectif. Je pense que les places au podium sont difficiles quand même. Que si Marseille réussit à être sur le podium, ça sera vraiment une excellente saison. Je ne pense pas qu'ils sont favoris par rapport à ça. Maintenant, c'est une place au podium qui est ouverte, au moins un troisième. Monaco n'est pas bien déjà cette année. Non, mais là, ils ont pareil, je pense pas Monaco, mais je pense que Saint-Etienne, Nice peut devenir un outsider, Lille, Lyon, il y a quand même... Rennes. Ça me fait des concurrents. Je crois que 4-5 clubs quand même qui vont se battre un peu pour pouvoir... On parle pas de Paris, là. Non, on part pas de Paris. Donc voilà, pour aller sur le podium, les places seront chères. Allez messieurs, on s'arrête là. Merci Nico, merci Alain. C'était très sympa de vous avoir avec nous. Merci Jean-Charles. Merci. C'était très sympa de t'avoir aussi avec nous. C'est tous les jours. Comme tous les lundis. Allez, on vous donne rendez-vous sur Football Club de Marseille pour un prochain débat Foot Marseille. Non pas jeudi, parce que c'est la trêve internationale, mais lundi prochain. Ouais, lundi prochain, on sera quand même en trêve, mais on fera une émission avec un nouvel invité. À très bientôt. Ciao, ciao.